Bonjour Denis Jacquet. Bonjour. Alors sur votre site, vous vous décrivez comme entrepreneur engagé, entrepreneur qui parie sur l'homme. Vaste programme, j'allais dire. Je voulais d'abord vous demander, vous êtes aussi cofondateur de l'Observatoire de l'ubérisation. Alors l'ubérisation, c'est dans tous les domaines aujourd'hui. Quelle est la prochaine étape finalement ? En fait, l'ubérisation, on pensait tous que c'était pratiquement une fin en soi. On s'aperçoit qu'en réalité, c'est juste une étape. Et l'étape, elle nous mène vers ce qui arrive beaucoup plus massivement. On a parlé de beaucoup de révolutions. La révolution, elle est en train d'arriver. Et c'est celle qui concerne l'intelligence artificielle, qui excite beaucoup de passion, beaucoup de discussions, parfois assez vides, un peu stériles, parce que finalement, personne ne sait vraiment où on va, mais c'est surtout la vague de l'automatisation qui va arriver avec. C'est-à-dire pas la robotisation, mais vraiment l'automatisation de ce que vous, de ce que moi, on peut faire dans une journée et qui est automatisable. Voilà. Et ça, la grande quête de tous ceux qui bâtissent du logiciel aujourd'hui, c'est d'automatiser les process pour remplacer une partie de ce que fait l'homme. Alors certains en disant on va le mieux le faire, mais le problème c'est que personne ne réfléchit vraiment très puissamment aux conséquences humaines et aux conséquences sur les jobs. Ça, c'est la prochaine étape. Autre sujet d'actualité, la taxe GAFA. On l'a vu hier, l'OCDE vient de présenter les contours d'une nouvelle taxe GAFA. C'est une bonne approche ? J'aimerais, au niveau européen, que ce soit une bonne approche si elle était complétée par une approche offensive. C'est-à-dire le fait de se défendre n'a jamais permis de gagner la guerre. On peut tous se mettre dans une équipe de foot dans les buts, on ne prendra peut-être pas de but, mais il y a toujours un trou quelque part, mais on n'en marquera pas non plus. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une stratégie offensive qui dise quelle est la place de l'Europe dans le monde du digital et dans le monde des technologies. Cherchez la place de l'Europe et vous ne la trouverez pas, vous ne la trouverez pas par ses acteurs. Où avons-nous un Alibaba, un Facebook, un Tencent, un Google? On n'a pas. Donc on est plus sur la défensive. Donc on est sur la défensive, donc le fait de punir certains ne va pas enrichir les autres et les autres c'est nous. Donc aujourd'hui j'aimerais qu'on ait en même temps une position offensive et peut-être qu'on s'intéresse un petit peu plus aux projets presque politiques qu'ont les GAFA ou leurs équivalents chinois qu'à leurs projets technologiques ou économiques. Parce qu'en fait, eux suivent une vision qui est la leur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ils la suivent. Nous, on n'a pas de vision et pas d'acteurs. Donc il est temps de passer à l'offensive. Alors vous parliez de la Chine justement. Vous avez écrit un livre au titre provocateur. Pourquoi votre prochain patron sera chinois? Alors dans ce livre, vous décrivez effectivement un avenir où nous aurons tous un supérieur, un hiérarchique ou un investisseur, un propriétaire chinois. Il vous reste 10 ans pour vous réveiller, pour lutter contre cette hégémonie. Vous écrivez. On fait comment? Alors, il faudrait déjà, qu'on ait réalisé que depuis 30 ans, il travaillait. C'est-à-dire, comme vous et moi, si vous regardez vraiment bien la presse, les débats, les combats de Trump, etc., on a l'impression que la Chine, tout à coup, en 3 ou 4 ans, est devenue un monstre économique qui est en avance sur tous les plans. Quand vous interrogez même la personne dite moyenne que vous rencontrez dans la vie, vous dites « c'est quoi la Chine ?» Ah, c'est un pays d'usine qui nous copie et qui, en grosso modo, nous inonde de produits à bas marché. Mais la Chine aujourd'hui est en avance sur tout. Le patron de Google, Eric Schmidt, il y a quelques années, disant peut-être que dans 5 ans, la Chine va nous dépasser sur certains secteurs de l'intelligence artificielle. Ils sont pratiquement à l'équivalent des États-Unis aujourd'hui partout, pas en 10 ans, en 5 ans. Donc la seule solution aujourd'hui, c'est de rayonner sur un nombre de personnes à peu près identique. Les Américains, c'est à peu près 2 milliards et quelques. Facebook, c'est en gros son nombre d'utilisateurs. La Chine rayonne à peu près en Asie sur 2 milliards d'individus par ses applications, par ses services Internet, les Alibaba, les Tencent, les applis. Il nous faut la même force. Il nous faut la même force. La seule force qu'on ait face à nous, c'est l'Afrique. Et donc, du coup, il faut réussir à assembler une Europe qui n'en est pas une, qui est complètement désorganisée et qui n'a pas de stratégie, avec une Afrique qui est complètement désorganisée et qui n'a pas de stratégie. Donc, du coup, on a tous cette petite phrase dans notre tête qui nous dit « Rappelle-toi, quand tu étais petit à l'école, on disait que moins par moins, ça fait plus, donc il faut parier sur le moins par moins. » Voilà. Et donc, du coup, un continent désorganisé avec un continent désorganisé, ça peut peut-être donner quelque chose. Et en tout cas, par les technologies souvent européennes, on peut créer des modèles économiques différents, plus centrés sur l'homme, et notamment avec l'Afrique, et enrichir les deux continents, donner de la croissance à l'un et donner vraiment une vraie consolidation à l'autre. Du gagnant-gagnant. Trump a été le seul à ne pas être naïf vis-à-vis de la Chine. En tout cas, on a dit beaucoup de choses très négatives sur Trump, souvent à raison, mais on oublie souvent de dire ce qu'il fait de bien. Et là, pour le coup, quand je défends mes entreprises parce que je suis en retard, c'est pas totalement idiot. Sur la 5G,
Le combat avec Huawei, c'est pas le combat de « oh, les Chinois nous écoutent, les Américains nous écoutent, so what ?» Enfin, je veux dire, on n'a pas envie d'être écouté en chinois, on trouve que c'est mieux d'être écouté en anglais, c'est peut-être très chic dans les salons, mais en réalité, on est toujours écouté. La France écoute aussi. Donc le combat sur la donnée, moi, j'y crois pas trop. C'est une espèce de sacerdoce qu'on croit pour la bonne conscience. Quand on passe sur des médias ou qu'on donne des interviews, on peut pas donner un régime autoritaire. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut que vous défendiez vos entreprises face à quelqu'un qui avance plus vite que vous. Et je trouve que Trump l'a compris plus vite que les autres. Il a dit bah, je suis président des États-Unis, donc je défends les États-Unis. Ils sont en retard sur la 5G. Il n'y a que Nokia, en gros, qui fait jeu égal aujourd'hui avec Huawei. Ils ont dit bah, on va se gagner du temps et puis on va avoir des acteurs. Franchement, avoir un ou une présidente qui donne à un moment donné, utiliserait une partie de son énergie pour défendre ses entreprises, je trouve pas ça totalement stupide. C'est pas forcément une mauvaise approche d'après vous. La Chine, elle progresse évidemment partout dans le monde par la data, par l'intelligence artificielle, vous venez d'en parler, et même par le développement durable. Expliquez-vous dans votre livre. Oui, c'est amusant. C'est un peuple un peu schizophrène. D'un côté, ils disent grosso modo, si on n'arrive pas à attirer les talents dont on a besoin. Bon, la Chine a un vrai problème, c'est sa démographie. Donc on ne fait pas plus beaucoup d'enfants en Europe, mais alors la Chine c'est catastrophique, on arrive à peine à dépasser le stade du premier enfant. Donc comment alimenter la croissance à long terme si vous n'avez pas de démographie? Bon. Donc du coup elle a besoin d'attirer des talents. Vous, moi, si on trouve qu'on est bon, intelligent dans notre domaine, la Chine vous prend, en tout cas le temps dont elle a besoin. Et donc si vous arrivez avec une famille et que vous voyez dans quel état sont les grandes villes chinoises et que vous voyez le niveau de pollution, vous avez, même avec un salaire 4 fois supérieur, vous repartez. Donc ça ils en ont conscience. Donc la Chine, et ils font ce qu'il faut. C'est pragmatique un Chinois. C'est ça marche pas, on peut pas avoir nos talents, c'est pas pour la bonne conscience, c'est pas pour Greta parce qu'elle vient faire un show dans le truc, c'est on en a besoin, on y va, on fonce. Et donc du coup ils dépolluent, et c'est les plus grands dépollueurs du monde, ils ont réduit par 2 leur pollution en moins de 5 ans. En même temps, c'est les champions de la livraison à domicile, parce que maintenant avec les applis, tout le monde se fait livrer même un café. Donc le café est en bas, il suffirait de descendre et puis de discuter. Il y a des gens qui ne sont pas fondamentalement... Et là, la livraison à domicile, ça apporte du plastique. Ce plastique finit inexorablement dans les océans. Et pour le moment, sont devenus en même temps les plus gros pollueurs des océans. Au moment où ils dépolluent le territoire, ils polluent la mer en 2 ans. Cette contradiction. Mais ils y travaillent. Voilà, maintenant, ils disent on est dépassé, il faut qu'on construise des usines, il faut qu'on recycle, et ils y vont, mais ils y vont à l'âge. C'est-à-dire que quand ils décident d'y aller, ils vont très vite. Donc ils vont devenir en moins de 20 ans, certainement, l'État le plus green, ou le pays le plus green qui existe au monde. Vous le dites aussi, c'est Big Brother aussi, la Chine. Un pays sans démocratie, vous décrivez quelques exemples. Ce système SenseTime, qui est spécialiste de la reconnaissance faciale, qui peut avoir des applications effectivement pas très démocratiques, ou le système Sésame, où les Chinois sont notés en fonction non seulement de ce qu'ils sont, mais des personnalités qu'ils fréquentent. Ça peut continuer avec un système tel qu'il existe aujourd'hui et justement un environnement économique de plus en plus ouvert. En fait, alors, on pourrait presque traiter très longtemps les deux parties de la question. C'est-à-dire, moi, ce que j'arrête pas de dire, et les gens pensent que je suis devenu tout à coup pro-chinois et pro-autoritaire. J'aimerais qu'on questionne notre notion de démocratie. Et tous ceux qui ne sont pas du sérail, qui ont essayé de faire de la politique en France, ont bien compris que c'était impossible. Donc ça, j'appelle plus ça une démocratie. Quand l'administration française contrôle certainement plus le pouvoir, notamment à Bercy, que les gens que nous avons élus pour le faire, je ne suis pas sûr que nous soyons encore une démocratie. Donc déjà, j'aimerais qu'on questionne notre notion de démocratie avant que d'autres nous en imposent une autre définition. Puis la démocratie, c'est aussi des promesses qu'on tient pour les gens, une promesse d'élévation, de cohérence, etc. Cherchons-la. Alors on va pas refaire le chapitre des Gilets jaunes, mais elle n'est plus là. Donc du coup, l'autre côté, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, la Chine a mis l'économie au service du maintien de son système politique. Alors on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est une stratégie brillante parce qu'ils disent aux gens depuis Deng Xiaoping, enrichissez-vous, gagnez de l'argent, faites comme si vous étiez aux États-Unis, mais on ne touche pas à ça parce qu'à un moment donné, 1,3 milliard d'individus, ça ne se gouverne pas comme 68 millions. Donc le jour où nos États européens sauront nous prouver qu'ils ne savent déjà pas régler les problèmes de 700 millions de personnes et qu'ils le feront avec le double, on reverra les notions de démocratie. Ce qui n'empêche pas que Pékin a l'œil quand même sur ce qui se passe sur Hong Kong, bien sûr, et que ça les inquiète. Bien sûr, mais ce n'est pas une démocratie, on est d'accord. Je précise que vous animez le 16 et le 17 octobre prochain à Monaco la 2e édition du mouvement Day One. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Avec Merci beaucoup, plaisir. Denis Jacquet. Je vous en prie.